Et nous sommes live. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Rentrez, rentrez, prenez un café, un thé. On va attendre encore, allez, 3 minutes pour les derniers retardataires. Vous avez le temps de vous installer et vous avez le temps de vérifier que tout fonctionne de votre côté. Je vois déjà le chat qui s'alimente. Eh bien oui, exactement. Bonjour. Et bonjour Jérôme. C'est exactement à ça que ça sert, c'est votre espace, c'est la partie où vous pouvez vous dire bonjour, vous pouvez rebondir sur ce qu'on dit, vous pouvez parler entre vous. C'est exactement à ça que c'est dédié. On a aussi une partie questions qu'il faudra utiliser, n'hésitez pas pour que Mathias et moi on puisse potentiellement soit y répondre en live si ça s'y prête assez facilement, soit y répondre à la fin. Mais pour l'instant, et oui, c'est normal, on ne peut pas ni vous voir ni vous entendre, donc surtout n'hésitez pas à utiliser ces deux canaux-là pour ça. Et ça en fait du monde. Ça en fait du monde avec des envies de nettoyage de printemps de données. Bonjour Oksana, bonjour Florent. Bonjour Céline. Bon, si je commence à dire bonjour à tout le monde, je pense que j'en ai avoir pour un petit moment. Mais vous, c'est Valérie qui est plus intelligente que moi, elle a dit bonjour à tous, ça marche. Allez. Pas mal de noms de clients que je reconnais. Bonjour à tous ceux qui ont croisé mon chemin. Toujours un exercice assez drôle quand tu lances le webinaire de regarder est-ce que ces noms me rappellent quelque chose. Bonjour Clara. La team Market est avec nous. Allez, encore 1 minute, attention. Ensuite, je ferme les portes. Non, c'est même pas vrai en plus. Est-ce qu'on couvre toute la France avec ça? Moi, je pense que oui, hein. On est pas mal quand même. Bonjour Chris. Hop. Et bien, vous savez quoi? Comme Mathias m'a dit qu'il y avait beaucoup de clients, je vais faire l'inverse de ce que je fais d'habitude. Je vais vous donner les liens de parrainage. Oups. Ajouter à la session. Hop. Ça, c'est la petite info, simplement pour vous rappeler que quand vous êtes client chez Bound et si vous êtes content, et bien vous pouvez en faire profiter les copains et en plus, ça vous rapporte à vous. Donc, n'hésitez pas. Pour une fois, je fais le lien au début et pas à la fin. Parce que pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je fais ce que je veux, je suis chez moi. Hop. Clara nous dit qu'il y a la Bretagne qui est représentée. Ah, Lyon, ouais. Des voisins. Normandie, pas mal, pas mal. Bonjour Benoît. Eh ben, je crois qu'on en est parti. Qu'est-ce que t'en penses, Mathias? Ah bah moi je te suis. Allez, let's go. Eh bien, du coup, encore bonjour et bienvenue à tous. C'est le 4e épisode déjà, waouh, du Rendez-vous des experts, qui est un nouveau format qu'on a lancé en début d'année, du coup, chez Boot Manager. C'est 60 minutes d'échange avec des experts métiers des ESN à qui on va demander tout au long de l'année de nous faire des retours d'expérience du terrain. On veut du vrai, on veut du concret. Et évidemment, sur des thématiques bien spécifiques au secteur des ESN, donc normalement que des trucs qui vous intéressent. Moi, mais je pense que vous commencez à connaître un peu ma bouille. Je suis Charlie, je suis responsable du support pour la faire courte chez Bound et votre animatrice aujourd'hui. En coulisses, ma partner in crimes préférée, c'est Sarah, qui sera là aussi pour modérer le chat, vous répondre quand j'ai pas le temps de le faire parce que je serai plongée dans la conversation. Elle va aussi vous donner plein de tips, de liens, etc. C'est vraiment the person qui pense à vous en permanence pour vous donner du contenu parce que c'est notre Content and Customer Education Manager. Donc surtout, n'hésitez pas, dans le chat, elle est aussi là pour vous. On a co-construit ce format ensemble et on est ravis du coup de vous accueillir pour ce nouvel épisode aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, de quoi on parle? Ce matin, on avait envie de partager avec vous du coup un maximum de bonnes pratiques pour déployer et maintenir, j'allais dire, une hygiène rigoureuse sur vos données ERP. Parce qu'on sait, lancer un ERP ou un nouvel outil, c'est un milestone, c'est impressionnant, c'est important. Mais en vrai, souvent, maintenir la donnée qui est à l'intérieur du système pour que l'ERP continue à vous aider sur la durée, ben, c'est un peu une autre paire de manches. Surtout si on veut que ce soit propre et efficace en toutes circonstances. Et du coup, pour ça, ben, on vous a décidé de vous trouver the expert sur le sujet. Et j'ai invité avec moi Mathias ce matin. Coucou Mathias. Enchanté tout le monde.
Alors, Mathias, pour te présenter à ceux qui ne te connaîtraient pas, mais comme tu l'as dit, il y en a peut-être certains qui t'ont déjà croisé. Tu es chez Boon depuis maintenant 5 ans et demi. Tu as d'abord rejoint l'aventure comme ce qu'on appelle des Boon Coach, autrement dit les onboarders chez nous. Tu étais en charge de former nos utilisateurs à notre solution et tu étais en charge de me former moi aussi, pour la petite info. Depuis 2 ans maintenant. Putain, ça fait déjà 2 ans. Oui. Tu es à la tête d'un pôle que tu as créé chez Boond qui s'appelle le pôle Professional Services. Donc, on va parler un petit peu plus tard vers la fin de ce live talk. Et avant Boond, parce que oui, il y avait un avant Boond, même si des fois on l'oublie, tu as travaillé successivement comme hotliner, développeur, consultant pendant plus de 15 ans chez des éditeurs de logiciels. Et sinon, tu es connu chez Boone comme étant l'homme à la cravate le plus célèbre. T'aimes le bon vin et la bonne bouffe et faire des scripts dans ton sommeil. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est assez juste, effectivement. Et j'ai aussi le surnom de poulet parce que je fais le squat asiatique en séminaire. Et tu comprends le langage de comptabilité. J'ai oublié cette info-là aussi, quand même. C'est pas mal. Hop, et ben si vous le voulez bien tout le monde, on va commencer avec le traditionnel sondage. J'ai envie de savoir ce que vous pensez du nettoyage de la data dans vos ERP et particulièrement, qu'est-ce qui vous effraie le plus dans les projets de nettoyage de la donnée dans votre ERP? Ça va nous donner une petite idée à Mathias et à moi pour être sûr d'aller dans la bonne direction pour les échanges de ce matin. Hop, moi-même je vote et comme ça je peux voir ce qui se passe. Waouh! Beaucoup de gens qui partent sur le problème principal qui est « je ne sais pas par où commencer ». Le petit effet « ceci est une montagne, par quel bout est-ce que j'y prends pour arriver à me retrouver dans le bon sens ?» J'avoue, ça c'est hyper important. Les actions manuelles, oui, complètement. Ah, il y a aussi le côté peur d'impacter négativement la société finalement qui remonte aussi. Ça, c'est aussi un aspect intéressant à garder. Et on veut améliorer la data, on ne veut pas empirer les choses et on ne veut pas aussi poser de problème aux équipes parce que au contraire, normalement, nettoyer la data, le but c'est d'aider tout le monde, y compris les équipes qui participent au quotidien. Et finalement, à ma grande surprise, la conduite de changement trop lourde à mener, elle n'est qu'à 3%. Waouh! Bah, j'aurais pas vu venir celle-là, tiens. J'aurais pensé que ça serait plus haut dans le top. Pareil. Mais je ne sais pas par où commencer, ça ne m'étonne pas, parce qu'effectivement, c'est toujours assez flou. Bah, justement, on va parler un peu de je ne sais pas par où commencer et je vais te poser, si tu es prêt, le premier aspect qu'on avait envie d'aborder ensemble. Ouais. C'est pourquoi, finalement, est-ce que nettoyer la donnée de son logiciel quotidien, de son ERP, c'est devenu un enjeu stratégique pour l'entreprise? Et quand on dit stratégique, c'est pour soi, quels sont les impacts concrets de ce qu'on appelle des, attention guillemets, données sales sur la performance de l'entreprise et à quel moment on se dit, OK, en fait, là, je vais remonter mes manches et il faut que je fasse quelque chose. Oui, effectivement. Déjà, sur les données sales, c'est un bon terme parce que si on a une donnée propre dans un ERP, on sait qu'on a une boîte qui va bien. Parce que l'ERP, c'est central dans la boîte. C'est ce qui génère aussi, c'est ce qui fait découler tous les reportings sur l'activité, c'est ce qui sert au suivi, c'est ce qui sert aussi aux équipes à pouvoir travailler dans leur quotidien avec toutes les infos dont ils ont besoin. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir de la donnée propre et à tel point qu'aujourd'hui, ça fait même partie de l'actif de l'entreprise. Une entreprise qui a un système informatisé qui est propre et qui marche bien, ça valorise la société. Donc ça, c'est voilà, un peu le premier point, c'est d'avoir en tête que ça participe pas seulement de la qualité d'une base de données, mais ça participe aussi à l'activité de la boîte et à tout ce qu'on y suit, quoi. Et en fait, on se rend compte que quand c'est pas le cas, quand la donnée est pas très propre, il y a deux effets qui se produisent. C'est qu'il y a des suivis qui sont faits à côté, parce que la donnée n'est pas fiable dans l'ERP, du coup, on ne peut pas l'utiliser telle qu'elle, donc on fait des suivis à côté, qu'on modifie éventuellement à la main en perdant du temps à reprendre des choses à la main. C'est les fameuses extractions Excel à gogo. Exactement. Et l'autre effet que ça produit, et ça c'est aussi négatif, c'est que les équipes se retrouvent avec des données qui ne sont pas pratiques d'utilisation au quotidiien et ça les ralentit dans leur travail. Donc c'est là que la qualité de la donnée intervient énormément sur toute la chaîne de valeur en fait. Depuis l'utilisation vraiment au quotidien jusqu'à ce qui est supposé en découler et qu'on fait une fois par mois ou une fois l'année. Oui. Mais tu me disais aussi que du coup, il y avait une perte de confiance dans le système et que quand on en discutait, que l'ERP qui est en fait censé te faire gagner du temps
t'aider, remplacer ton cerveau, ça devient ton pire ennemi au quotidien et tu as l'impression que tu peux rien en faire et qu'il y a rien qui est juste à l'intérieur aussi. Ce qui Ouais, en soi est un est un problème. totalement, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes sur des ERP qui sont soit pas bien utilisées, soit pas bien remplies, qui vont utiliser un Excel à côté, effectivement. Parce qu'ils retrouvent plus facilement les informations dans leur Excel que dans le ERP, alors que ça devrait être le total inverse. Mais Oui, c'est oui. là, en fait, que tu détectes le moment où il faut faire un nettoyage de la donnée. Et il faut se reposer, regarder un petit peu où est-ce qu'on en est, et puis vraiment agir, quoi, à ce moment-là. Ouais, c'est le côté, je passe plus de temps à essayer d'extraire la donnée pour revérifier les chiffres qui sont à l'intérieur de mon système. Si je crois pas quand on me partage des infos dans le système parce que c'est pas la quali et que j'ai déjà eu X ou Y problème sur le sujet, c'est que tu as un souci. Alors que comme tu l'expliquais, une donnée propre, c'est une boîte qui va bien. Tu en as besoin pour avancer, ça fait partie de la valeur de ta boîte. Donc, si tu en arrives à cet instant-là en fait, je passe plus de temps en dehors de mon ERP à essayer de rattraper les trucs que dans l'ERP, c'est qu'il faut que je fasse quelque chose. Exactement. Et du coup, une fois que tu as passé ce milestone d'accepter, c'est l'étape d'acceptation, oui, j'ai un problème avec ma data dans mon ERP. Pour toi, par quoi est-ce qu'on commence du coup? La première peur que les participants ont remonté dans le chat, c'est par quoi est-ce que je commence Exactement. et quels sont les grands jalons des projets de nettoyage? Et je comprends tout à fait cette impression qui remonte dans le sondage, parce que c'est vrai que ça peut paraître une montagne, surtout quand on a beaucoup de données, et que éventuellement la société aussi a une taille conséquente, parce que ça peut avoir des impacts un peu transverses sur tous les métiers, même sur la configuration même de l'ERP. Donc on peut se dire, non, je préfère rester ISO, et puis au moins ça bougera pas et ça continuera de fonctionner, quoi. Je vais Ah, garder j'ai mon rien Excel vu. et puis on verra. Et d'ailleurs, dans l'assistance, il y a quelques clients qui ont sauté le pas, et qui ont même refondu des configurations entières de l'ERP, et ça s'est très bien passé. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un vrai projet. Il faut savoir quels sont les objectifs à atteindre, dans quel calendrier on veut faire ça, et puis ensuite, il faut surtout découper en jalons qui sont mesurables, sur lesquels on peut vérifier. Il faut définir aussi un référent pour ce projet, qui sera aussi garant non seulement de l'avancement du projet, mais aussi de ce qui est fait, comment, quoi, quels sont les impacts, quelqu'un qui ait une vue d'ensemble, quoi. Ok. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est de définir ça comme un projet interne, vraiment à mener dans le temps. Et pour faire court, la première étape, ça va être de sonder. Il faut sonder l'existant, donc il faut sonder les équipes. Qu'est-ce qui vous plaît dans le RP? Où est-ce que vous perdez du temps? Pourquoi tu as un Excel là? Voilà, il faut vraiment sonder, avoir toutes ces informations-là en tête. Et ça permettra aussi de voir quelles sont un petit peu les ressources à mobiliser en interne, métier par métier éventuellement, pour pouvoir participer dans ce projet. Et quand je dis participer, c'est pas forcément faire du manuel et aller corriger des trucs manuellement, évidemment, c'est ce qu'on veut éviter. Mais c'est plutôt pour qu'ils puissent donner leurs inputs et participer dans ce projet, parce que ça les impliquera aussi à garder la donnée propre dans le temps. Et tu peux aussi Donc ça, comprendre la frustration, leur frustration exactement. avec le système, qu'est-ce qui les embête, qu'est-ce qu'ils sont pas capables de saisir, ou Voilà. pourquoi ils le font mal sans s'en rendre compte, finalement. Exactement. Et puis même sans ça, on peut tout simplement faire des extractions un peu globales de l'ERP, et puis avec les colonnes dans Excel, aller regarder qu'est-ce qui est bien rempli, pas rempli, où est-ce qu'il y a des champs vides, essayer de faire un petit peu des grandes masses comme ça pour identifier les points sur lesquels il faut agir, et identifier aussi ceux qui sont déjà bien faits. Pas forcément seulement se concentrer sur le négatif, mais aussi voir, ok, on sait que cette donnée-là, elle est fiable, donc c'est bien, on garde cette info en tête. Ok. Et après, une fois qu'on a cet état des lieux, il faut qu'il soit le plus complet possible, évidemment, et puis le plus loin possible dans le RP, que ce soit pas un traitement de surface, quoi. Il faut distinguer un petit peu quelles sont les priorités, à quoi on veut s'attaquer en premier, pourquoi on a lancé ça au départ, donc d'où les objectifs de tout à l'heure, pour savoir quels vont être les premiers éléments à mettre en œuvre dans les actions qu'on va mener. Est-ce qu'on va d'abord aller corriger les fiches CRM, ou est-ce qu'on va d'abord agir sur la configuration en amont? Donc ça, il faut le jalonner, quoi. Il faut vraiment diviser en jalons comme ça, avec chaque étape un objectif, pour que ça atteigne l'objectif global qui est attendu. Souvent, les reportings, on va pas se mentir, c'est souvent les reportings qui sont devenus pas fiables ou qui sont pas suffisamment complets. Et du coup, c'est là qu'on se dit, non, il faut que je puisse lire mon reporting et tout de suite, j'ai confiance dans le chiffre qui m'est donné, quoi.
Ouais, du coup, c'est l'objectif final et après le but, c'est de comprendre les liaisons pour en arriver jusque-là, le bas de la Voilà, pyramide pour remonter. Quand j'impacte, la data en A, est-ce que ça va faire boule de neige sur A, B, C, D et dans quel oui, sens je vais pour arriver à la fin? J'avoue pour moi, m'être amusée à faire des accompagnements de projets de remise à plat d'interface, mais à la main pour le coup. C'est souvent mes reportings sont pas fiables, par quoi je ouais. commence? OK, qu'est-ce qui est pas fiable? Je Alors, c'est dépile tout code. complètement, je répartis, je me renseigne auprès de la team, recrutement, de la team commerciale, la team finance. OK, qu'est-ce qui va pas pour vous? Comment sont vos process? De quoi vous avez besoin? Dans quelle direction on peut aller ensemble pour que ça roule? Mmh mh. Et c'est exactement ça, le sondage des équipes, en fait. Il faut faire de cette façon-là. C'est vraiment, bah, on n'arrive pas à utiliser ça. OK, bah, qu'est-ce qui va composer cette donnée? Et ça permet un petit peu de remonter la chaîne pour Mmh. savoir ce qui ne va pas dans le processus, quoi. Après, bah, une fois qu'on a identifié tout ça, c'est juste le plan d'action. C'est on définit, OK, bah, tel jour, on va s'occuper de ça, on va vérifier le résultat à telle date, on veut que le projet soit terminé pour fin d'année pour que ça enchaîne avec l'exercice comptable. Voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment le plan d'action projet qu'on peut mettre en place à ce moment-là. Et pour aller un brin plus loin, parce que là, le projet, une fois qu'il est terminé, OK, on a nettoyé la donnée, mais l'idée, c'est aussi que ça ne se reproduise pas, parce que Mmh. c'est quand même un investissement en temps de faire ce genre de choses. Donc, il faut tout de suite réfléchir, en fait, dès le départ, à comment on peut pérenniser. Euh, Qu'est-ce qui va faire que je ne vais pas me retrouver dans 2 ans, 3 ans, avec La à même nouveau chose. le même problème qui se pose. Ouais. Et ça, bon, l'idéal, vraiment le top du top, ce serait un dashboard qualité carrément, où en fait tu vas alimenter ce dashboard avec les datas qui sont saisies dans le Mmh. RP, mais ce dashboard va être concentré sur la complétude de la donnée, la qualité de la donnée. Est-ce qu'il y a des fiches qui sont souvent modifiées ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de fiches qui sont supprimées? Tu peux utiliser les logs, tu peux faire pas mal de choses comme stats pour OK. t'assurer que la donnée est bien utilisée dans l'outil. Tu as aussi une partie pour t'avoir déjà vu faire, je sais qu'il y a aussi une partie un peu de je documente du coup qu'est-ce que j'ai remis, dans quel ordre pour qu'on ait cet historique C'est et vrai. après souvent tu mets à plat des process aussi que parfois les clients vont aller redécouper équipe par équipe pour expliquer, OK, voilà comment ça marche pour effectivement ne pas recommencer dans X années. Je Oui, rebondis sur, Jérôme qui dit qu'un projet doit avoir un début et une fin et on peut oui, faire des runs. C'est vrai, il faut que le projet de nettoyage, il est pas censé durer pendant, 6 ans et encore, en permanence. Non, on nettoie une bonne fois pour toutes, on repart sur la base et après par contre effectivement, il y a une autre type de projet qui tourne qui est s'assurer qu'en fait ça reste comme ça. Mais ça, oui. c'est un projet de fond, au quotidien. Après, la question que je me pose justement, parce que là, on a beaucoup parlé on audite, on parle aux équipes, on crée, on réfléchit au process et ensuite on fait son plan d'action. Mmh. Finalement, comment est-ce qu'on peut mobiliser les équipes autour de la qualité des données sans que ça soit vécu comme une contrainte? Parce que c'est ce que souvent toi et moi on remarque Ah oui. quand on va échanger avec, alors pas souvent les dirigeants, souvent ils ont la vision de: «J'ai besoin que ma data elle aille mieux, voilà, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on fasse tout» et souvent les équipes en dessous sont là en mode: «Waouh, la corvée où je vais aller me faire taper dessus pour Beaucoup. rentrer de la data, j'ai pas envie». Est-ce que tu as des leviers qui sont, que tu as remarqués qui sont plus efficaces d'ailleurs pour faire du nettoyage, de données, un réflexe collectif et Ouais, pas j'allais dire une souffrance? C'est un peu le mot est un peu fort, mais c'est un peu souvent vécu comme ça, ouais. Ça peut l'être dans en certains récent. outils, ça peut l'être dans certains outils. Bon, il y a un petit tabou que j'aimerais lever tout de suite, c'est il faut pas rendre les champs obligatoires. C'est une bêtise de vouloir Super, à rendre des champs contre-courant. obligatoires. Parce qu'un champ qui n'est pas obligatoire peut éventuellement ne pas être rempli si le process métier est pas bien ancré ou pas compris par les équipes. Par contre, de rendre un champ obligatoire, ça va juste causer l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont remplir n'importe quoi juste pour que ce soit rempli et qu'ils puissent enregistrer. Donc, C'est vrai, c'est pas un levier de qualité de la donnée, clairement. c'est vrai. Mais ça, c'est assez souvent demandé, donc c'est pour ça que je le mentionne dès le Bah départ. C'est pas la bonne piste. Dans ma vie antérieure, j'étais hôtelière et on avait les mêmes problèmes, parce que c'est pas uniquement que dans les ESN qu'on retrouve ce genre d'infos, où Ouais. on fait remplir des infos aux clients quand ils arrivent pour faire des stats, typiquement de quel pays est-ce qu'ils viennent. À partir du moment où ma boss a rendu le champ obligatoire, tout le monde s'est trouvé à revenir d'Azerbaïdjan. Ce qui n'a pas beaucoup de sens, mais en même temps, c'était facile à cliquer dans le menu déroulant pour pouvoir se débarrasser de ce truc et passer à la tâche suivante. Donc Ah, voilà, c'est l'exemple champ parfait. obligatoire, why not? Mais il faut les réfléchir un petit peu quand même si vous voulez aller dans cette direction-là, sinon ça peut vraiment faire l'effet inverse de ce que vous cherchez à faire, quoi. Mais par contre, tu vois, sur le fait de remplir ces champs de la bonne façon, sans forcément qu'il soit obligatoire, en effet, pour qu'un utilisateur en général, hein, que ce soit un commercial, un recruteur, même n'importe quelle équipe,
aient envie de renseigner ce champ, il faut que ça lui apporte quelque chose. Il faut qu'ils y voient leur intérêt. Donc, Mmh mh. si ça leur apporte de la clarté de l'information, parce que quand ils vont revenir sur la fiche, ils trouveront tout de suite les trucs qui leur manquent pour pouvoir aller contacter ce prospect ou aller contacter ce candidat, c'est ça Ouais. qui va leur apporter de la valeur. Et si ces champs-là leur apportent de la valeur, ils vont les remplir naturellement. Et des champs qu'on leur demanderait de remplir, mais qui ne leur apportent pas de valeur, il faut vraiment se poser la question de la pertinence de est-ce qu'on a vraiment besoin que ce champ soit rempli au final. Mmh. Comme ça permet justement d'avoir ce juste milieu entre ils vont de toute façon saisir un certain nombre de choses. On va leur demander un tout petit peu plus sur quelques champs dont on a besoin pour, par exemple, des reportings. Ouais. Mais il faut que faut qu'ils y voient un intérêt aussi. C'est-à-dire que si ces reportings, ils n'y auront de toute façon pas accès et que c'est que de l'administratif de remplir tel ou tel truc parce que un tel, il va utiliser le reporting, ça sert à rien. Il faut que eux aussi, à ce moment-là, aient accès à l'information synthétisée dans un reporting, ou dans une vue, ou dans un dashboard, ou quoi ou qu'est-ce, ou même avoir des alertes qui en découlent, pour que ça leur apporte une certaine valeur en retour. Comme ça, c'est un peu effort-récompense, quoi. Bah, c'est toujours pareil, si tu fais une tâche sans savoir à quoi ça sert, Ouais. tu as juste l'impression de faire quelque chose de stupide et qui va pas t'aider dans ton quotidien et du coup, on en revient à c'est une charge et en plus, tu m'en avais parlé la dernière fois, mais il y a le côté, faut éviter que votre équipe, elle ait l'impression qu'elle la repasse derrière, une Mm. autre équipe ou une autre personne pour faire les trucs parce que: «Ah bah, machin l'a pas fait». Ça, c'est une grosse source de tension dans les équipes. Bon, je l'ai vu un peu partout, c'est pas forcément généralisé, mais j'entends souvent « Ah oui, mais ça, on est obligé de le remplir parce qu'ils le font pas ». Ouais. Je ne citerai pas les services les plus concernés, mais il y a quand même des constantes. Et donc, il faut éviter effectivement qu'il y ait des équipes qui repassent après les autres, ou surtout quand les équipes qui repassent après les autres ne sont pas forcément celles qui sont les plus fournies en staff. Parce que Mmh. justement, ça leur crée de la charge en plus, qui en plus est frustrante parce que normalement, c'est le scope de quelqu'un d'autre et ils sont obligés de le remplir quand même. Donc ça, c'est un peu la responsabilisation de chaque équipe. Mais C'est si, vrai. encore une fois, ils en tirent de la valeur, normalement, c'est quelque chose de naturel. Mais il faut avoir ce côté un peu chacun son métier. Pour que ça puisse marcher, il faut que les commerciaux soient garants de la qualité de leur CRM, il faut que les recruteurs soient garants de leur CVTech, il faut que les ADV soient garants de leurs commandes et du suivi des contrats et de leurs factures, évidemment. Donc, si chacun a vraiment la maîtrise un peu de son scope et en tire en bénéfice des données claires, Mmh ils mh. vont le faire naturellement. Et du coup, il n'y aura pas cette frustration. Ce Ouais. sera pas de l'administratif inutile, un peu, voilà. Après, on peut avoir aussi un responsable qualité en interne qui s'assure que ça fonctionne, hein. C'est pas toutes les boîtes qui peuvent se le permettre ou qui ont cette vision-là, mais d'avoir un référent qualité, un administrateur ERP, par exemple, c'est typiquement le genre de poste qui est tout à fait adapté Ouais. pour ça, où il va s'assurer que l'ERP marche bien, que les données sont bien remplies et qu'il va pouvoir agir un peu en continu, plutôt que une fois l'année de regarder si tout va bien. Oui, en plus, c'est pas forcément, j'allais dire l'apanage des grandes boîtes d'avoir un responsable qualité. Ça peut être aussi une tâche annexe de 1 ou 2 personnes. Ça Mmh. peut aussi être mis en place dès le lancement de votre ERP parce que, par exemple, quand nous on lance, Bound, on essaye d'identifier ce qu'on appelle chez nous un Bound référent. Autrement dit, quelqu'un qui connaît les bonnes pratiques dans le système, qui peut continuer à être l'avocat de ça dès du lancement et pour la suite et qui, du tout, va continuer à garder un œil sur la qualité derrière. C'est toujours plus intéressant d'avoir quelqu'un dans les teams qui va discuter et prêcher la bonne parole, de rappeler aux gens pourquoi sont en train de faire les choses, pourquoi est-ce que tu es en train de me remplir la fiche CRM comme il faut, avec les coordonnées de facture, parce que ça va aider l'ADV quand il va devoir vérifier les projets et vérifier les commandes pour faire sa facture, pour qu'au final, j'allais dire, on soit tous payés à la fin. C'est déjà pas mal comme, comme, Ça. motivation. Mais le côté, expliquer le cycle, c'est intéressant et comme tu le disais, le responsable qualité, c'était une chose et tu l'as mentionné aussi tout à l'heure, les dashboards, quand on a la Oui. possibilité d'en avoir, pour suivre ce qui se passe dans le système, c'est quand même, hyper intéressant. L'avantage d'avoir un dashboard comme ça, c'est que ça tourne tout seul, ça s'alimente. Mmh Et mh. puis, surtout, ça peut alerter. On a des KPI directement sur la qualité de la donnée. On n'est pas obligé d'aller Ouais. fouiller dans je sais pas, les fiches contacts de la CRM pour aller voir si sur un échantillon à peu près représentatif, tout est renseigné ou pas. On a Ouais, directement quelque chose qui nous présente l'information. je comprends et en plus, voilà, c'est ce qu'on dit, il faut vraiment mettre en avant la valeur et éliminer, ce qui est considéré comme redondant et inutile, sinon les gens vont pas prendre le train avec vous pour aller nettoyer. Pour la saisie, personne n'a envie de le faire.
Bah, c'est pas très challengeant, quoi. C'est pas le truc où tu te dis, «Waouh, mon boulot, c'est juste de rentrer des infos dans des cases», c'est pas fun. Il faut avoir la big picture aussi, quoi. Là, du coup, on parlait de quand même de saisie, de mettre les équipes, dans le fonctionnement, de leur expliquer pourquoi on a besoin de tel champ et cetera. Mais en fait, finalement, toi, je sais que tu évoques souvent le fait qu'on puisse, on en a parlé un petit peu déjà, automatiser un certain nombre Ah d'actions oui. quand on veut nettoyer les données. Alors surtout quand on parle de nettoyage, hein, pas nécessairement, d'automatisation au quotidien. Est-ce que tu as des exemples à nous partager du coup d'automatisation, pour nettoyer et pour garder propre? Puisque c'est l'objectif, final. Oui, complètement et même je dirais sur un projet comme ça de nettoyage de données, le truc à pas faire, c'est de demander aux équipes de tout corriger à la main. Ouais. Là, c'est pire qu'autre chose, pour le coup. Non, il faut effectivement les automatisations. Bon, il y a plein de façons d'automatiser, hein. Ça peut être tout simplement, que je le disais tout à l'heure, on peut faire des extractions dans l'outil et Mmh. après, simplement avec Excel, déjà automatiser pas mal de choses. Je veux trier sur une colonne pour voir tous les champs vides, c'est déjà quelque chose qui va me faciliter le travail. Ouais. De faire une petite formule pour compter le nombre de valeurs dans une colonne ou s'assurer que telle ou telle colonne, je sais pas, les numéros de téléphone sont bien remplis. Bah, voilà, c'est pas des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre et ça permet d'automatiser l'analyse initiale nécessaire pour le nettoyage. Donc ça, Mmh c'est mh. déjà une première étape accessible à tout le monde, j'ai envie de dire, sans forcément que ce soit technique. Après, il y a plein d'autres exemples. Typiquement, sur les modifications un peu qui vont toucher toute la base, hem, que ce soit parce qu'on a changé une configuration ou que ce soit parce qu'on s'est rendu compte que tel champ n'était pas rempli correctement, mais sur beaucoup de fiches. Je sais pas, si on a 15 000 fiches CRM à aller mettre à jour, bah, on va pas demander aux équipes commerciales de saisir à la main, une liste déroulante dans chaque fiche pour les Mmh. 15 000 prochaines. Non, ça a pas de sens. Donc là, pour le coup, il faut automatiser. Pour ça, on peut utiliser donc sur Boot Manager les API avec, Mmh. soit du script, avec soit un peu de code, voire avec éventuellement des solutions low code qui peuvent être utilisées pour ça. Mmh Mais en mh. tout cas, oui, il faut viser à faire du traitement de masse pour que ce nettoyage, il soit, le plus rapide possible, 2, qu'on maîtrise bien comment c'est nettoyé, parce que si c'est fait manuellement, bah, il y a des erreurs humaines qui peuvent arriver et puis au bout de 15 000 fiches, clairement, on n'est pas concentré. Oui. Donc voilà, c'est ce qui va éviter ces écueils-là et puis, bah, pour le coup, la déduction, en fait, de ce que, tu peux renseigner en fonction d'une autre donnée. Parce que cette fiche-là, elle est sur tel responsable manager, bah, du coup, tu vas affecter tel Mmh mh. pôle en masse, bah, ça a du sens. Si à un moment donné, la boîte grandit, que, il faut opérer une modification sur la config et que ça vient impacter toutes les fiches en cascade, mais qu'il y a une logique Mmh. d'application, typiquement, effectivement, parce que c'était le responsable manager ou parce que c'était l'agence juridique, bah, du coup, on va mettre tel autre champ comme ça. Bah, ça, c'est quelque chose qu'on peut automatiser aussi parce qu'on peut mettre la logique dans le script plutôt que, encore une fois, de demander aux équipes, bah, alors là, si c'est ça, tu vas mettre ça dans tel champ et tu me le fais pour les 15 000 fiches. Donc dès qu'on peut, et ça c'est général, hein, dès qu'on peut dans les process, il faut viser l'automatisation ou au moins minimiser la saisie manuelle par les gens. Ils ont autre chose à faire que de saisir des choses. Ouais, après par contre effectivement, ce qui est intéressant à faire, c'est d'utiliser des outils externes, parce que là on parle de mettre à jour dans Boon, mais en vrai, la plupart des ERP et non pas forcément des systèmes d'automatisation qui vont permettre de faire du contrôle de data, du nettoyage et cetera et dans ces cas-là, il faut passer par la partie, potentiellement API quand on veut Mmh, scripter. Tu as parlé du low code et du no code, des outils comme Make, ça peut permettre de lever des alertes ou de réautomatiser, des changements de champ, parce que j'ai fait, parce que mon action A, elle a été, complétée, bah, du coup, mon action B va changer de statut et cetera et ça peut oui. aider après à faire le suivi de nettoyage, sur la donnée. Après il J'ai faut même connaître un petit peu, ça, ouais. j'ai même un exemple assez concret là-dessus, parce que, quand on fait du nettoyage de données, c'est pas forcément que de la modification, il peut aussi y avoir, et il faut pas en avoir peur, de la suppression d'informations qui servent plus à rien, Ouais, qui sont trop obsolètes. c'est vrai. Typiquement, une mise en conformité RGPD, ça peut être un bon levier pour ça. C'est une motivation à nettoyer sa donnée ça, le Une RGPD en motivation général. candidate, Et ça fait exactement. peur à tout le monde quand on commence à dire ça. Et oui, mais quand on voit des CV Tech avec 150 000 candidats dont les 3 quarts n'ont pas été contactés depuis 10 ans, bah, elle est plus à jour en fait, la CV Tech. Tous ces CV-là, ils sont plus du tout à jour. Même si on les a déjà contactés il y a 10 ans, la donnée, elle est morte, elle est perdue, quoi. Donc autant
nettoyer la donnée et être sûr que quand on rentre dans le module candidat, bah, on n'a que de la donnée qui est suivie, qui est fraîche et puis qui sert à quelque chose. Et pas juste j'ai la plus grosse base candidat, quoi. Et ça, Bah, du coup, avec Make, c'est ça un... perd de qualité, de toute façon, c'est pas Oui, ça fait partie de la qualité de la donnée, effectivement. Et en plus de ça, il y a un cadre légal autour. C'est pour ça que ça peut, voilà, peut permettre J'avoue. de faire petite motivation pour ça. Je peux partager mon écran vite fait sur Bien sûr, tu peux. un truc que je Si voudrais tu veux nous montrer. montrer quelque chose, avec plaisir. Parce que donc récemment, on a sorti l'app RGPD, le consentement RGPD pour les candidats, et dans lesquels on peut enregistrer des consentements. Et justement, je suis en train de finaliser, partager l'écran. Voilà, est-ce qu'on voit mon écran? Hop, c'est tout. Ouais, on voit, on est avec toi, on est sur Make du coup. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec, ça permet de créer des scénarios. Voilà, c'est un outil de workflow, en fait, d'automatisation. Et bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais là, le scénario qu'on a sous les yeux, c'est un scénario qui permet d'anonymiser automatiquement les fiches candidats. Typiquement, ce process-là, il prend 5 à 6 minutes par candidat. Parce que si on veut passer sur toutes les actions, vérifier si les informations personnelles n'ont pas été rentrées à droite à gauche, ça prend un petit peu de temps quand même. Et si on a une anonymisation à faire sur 2-3 fiches, ça va. Si on en a 1000, voire 10 000, ça va pas du tout. Et donc en fait, un workflow comme celui-ci, en utilisant certes un outil externe, mais ça peut être fait par des scripts ou d'autres solutions, va permettre déjà automatiquement d'aller chercher lesquels sont anonymisés. Et puis pour chacun, anonymiser l'onglet information, supprimer les infos du DT, l'onglet administratif avec l'éventuel contrat qu'on aurait proposé, anonymiser aussi dans les actions. Donc là, c'est typiquement un exemple d'automatisation qui permet de garder de la qualité de la donnée, puisque finalement, on va anonymiser régulièrement et automatiquement, sans qu'on ait besoin de demander à des équipes de vérifier, et en conformité avec le RGPD. Donc voilà le type d'action manuelle qu'on peut totalement enlever, en fait, en créant une automatisation sous forme d'un workflow. Et là, il y a une certaine logique, effectivement, à mettre en œuvre pour que ce soit pas un utilisateur qui a à le faire à la main, quoi. Et pour le coup, Make, c'est pas si compliqué que ça pour m'être amusé aussi à faire des tests avec un début d'aide de ta part au début. Ça marche plutôt pas mal et on peut relier assez facilement à Boond en utilisant tout ce qui est webhook en plus, donc c'est plutôt intéressant. Pour faire du temps réel, effectivement. Du coup, ça m'amène à ma dernière question, si tu veux bien. Est-ce qu'on est obligé de passer par toi et par le pôle PS? Si on est sur Boond, est-ce qu'on est obligé de venir parler à ton pôle pour faire ce genre de choses? Et puis, de manière générale, finalement, si on a besoin, parce qu'il y a des cas où on a besoin de toi et où on a envie aussi de déléguer parce qu'on veut avoir des experts qui connaissent le RP Boond, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu accompagnes du coup nos clients sur ce type de projet et quels sont les prestats que Professional Services propose? Totalement. Alors déjà, je commencerai par dire que non, effectivement, il n'y a pas besoin de passer par nous. On a pas mal de clients qui sont autonomes sur les API, qui font eux-mêmes des développements parfois. Donc, ils ont tous les outils à disposition en interne pour pouvoir faire ce genre de projet. Cleaner la Si vous avez des devs en intercontrat, utilisez-les. Par contre, il faut s'organiser. Donc, il faut qu'ils mettent en place, en effet, cette organisation projet et qu'ils mobilisent les équipes internes pour pouvoir le faire. Maintenant, soit s'ils n'ont pas les équipes en interne ou qu'ils veulent du conseil sur comment s'y prendre, là, effectivement, on peut intervenir, ils peuvent nous solliciter. Et on peut intervenir à plusieurs stades, c'est-à-dire que soit juste en conseil, on peut dire, OK, le projet, il va falloir l'organiser comme ça, on peut faire une étude d'impact aussi avec le client. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut apporter, mais juste en mode conseil, sans forcément passer à la réalisation s'il n'y a pas besoin de remplacer, entre guillemets, le client là-dessus. Mais du coup, on peut aussi intervenir sur la réalisation. Et là, pour le coup, avec les modifs de masse, avec tout l'aspect aussi de conseil qu'on apporte à ce moment-là. Et c'est des prestations qu'on gère assez souvent, mine de rien. Le mode opératoire, c'est exactement celui que j'ai décrit. On va recenser, on va recueillir un peu le besoin, quelles sont les frustrations et ce qui pousse à vouloir nettoyer la donnée. Ensuite, on organise le projet, évidemment, avec un référent chez le client. Et puis à partir de là, on liste tout ce qui est à modifier, tout ce qui est à... On peut aussi donner des conseils sur des modifications de process internes, hein, quand c'est pertinent. Pas forcément que modifier la donnée, ça peut être aussi changer la façon dont les gens vont interagir entre eux en interne.
Et puis après, on fixe toutes les deadlines, on valide tout ça, on formule une offre, on valide ensemble, et ensuite, on se lance, tout simplement. Et à temps régulier, on fait le point, on regarde où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça permet d'avoir aussi un échange. Et après, voilà, une fois que le projet est fini, là, c'est là qu'il faut mettre en place justement un dashboard ou quelque chose pour suivre ça dans le temps et qu'il n'y ait plus jamais besoin de le faire en réalité. Ouais, ça pour le coup, pour le voir à la partie, support, il y a certains de nos utilisateurs qui font ça très bien, qui ont les ressources en interne, qui ont des devs, du coup, je rigolais sur les devs en intercontrat, mais en vrai, c'est vrai. J'ai des clients qui vont, chercher dans leur pool de ressources des gens qui n'ont pas de projet client pour faire des projets internes et qui se disent: «OK, vas-y, tu as 1 semaine pour m'aider, à mettre des choses en place», et finalement, le support développeur ou alors, professional services peut faire, de la réponse aux questions. Voilà, j'ai tenté de faire un truc, est-ce que je pars dans la bonne direction? Est-ce que vous avez des conseils? Je sais que toi, tu passes aussi beaucoup de temps à faire cet accompagnement-là de sur quoi vous voulez vous lancer. Au moins, je vous aide dans la bonne direction si vous n'avez pas envie de partir sur une presta. Parce Très que important. professional services, effectivement, c'est sur devis sur cette partie-là. Et qu'après, toi, vous avez aussi l'avantage quand on fait appel à professional services, c'est même minute instant auto-promo, mais en même temps, c'est vrai, c'est que, enfin, vous connaissez l'architecture de Bound. Oui. Donc techniquement, c'est plus facile. Il y a déjà pas mal de choses que vous avez déjà testées, pas mal de scripts que vous connaissez déjà, et après, même quand on vient avec, j'allais dire, des demandes exotiques. Je suis méchante parce que c'est pas vraiment exotique, mais en tout cas Si, si, il y a des des demandes. nouvelles choses et des nouvelles idées qui, des fois d'ailleurs, nous font nous dire: «Waouh, OK, je vais aller en parler au product owner parce que je pense que ce serait cool, d'avoir ça en natif». En fait, vous savez aussi vous poser les bonnes questions et vous faites plus que du script, vous faites vraiment de l'accompagnement aussi. Enfin, c'est un peu comme une, formation, c'est de l'accompagnement humain, de changement d'optique, de conduite de projet, de conduite de changement, et après, oui, il y a le script, mais finalement, le script, il arrive à la fin de Oui, la c'est ça. conversation avec eux, quoi. En fait, c'est pas là qu'il y a la plus grosse valeur ajoutée, c'est pas tant sur la compétence technique, parce que effectivement, faire un script API, il y en a beaucoup d'autres qui savent le faire. Mais c'est plutôt sur la connaissance, autant fonctionnelle que technique côté API de Mmh. Boon, et donc la capacité de conseil qu'on a grâce à ça. C'est ça la valeur ajoutée Ouais. qu'on apporte. C'est pas tant le côté je vais faire des scripts et je vais faire un clé en main, ou voilà, vous n'avez pas J'avoue. besoin de le faire vous-même, je vais m'en occuper, quoi. Mais c'est plus comment on va s'y prendre. C'est pour ça que la partie d'organisation du projet est importante, et que, comme tu dis, je fais assez souvent, au final, dès le départ, une petite analyse de besoin, même si on va pas forcément rentrer sur un projet, pour savoir Ouais. si il y a des conseils que je peux déjà donner d'emblée pour partir dans la bonne direction. C'est hyper important, parce que si on part de travers dès le départ, le résultat sera pas bon. J'avoue. Mais écoute, on a fait le tour de tout ce que j'avais en tête à te demander. Merci déjà pour avoir répondu à toutes mes questions ce matin. Et Merci. si tu veux bien, on va continuer un peu les questions parce que j'en vois dans le chat et j'en vois Il y en a en plus, quelques-unes. on est pile dans le timing, on est bien, bien tranquille. Je vais regarder un peu ce qui se passe du côté du chat et des questions. Il y a notamment, il y a Rachel qui a pas, exactement compris qu'est-ce que tu montrais tout à l'heure quand tu partageais ton écran. Ah, Et en fait, est-ce que tu peux rappeler rapidement qu'est-ce que c'est Make ouais. et un peu, à quoi ça peut servir Je vais juste pour repartager ceux qui rapidement. auraient pas, qui sont pas familiers avec ce genre de choses? C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu vite, donc Je autant en suis profiter. passé un peu vite, ouais. Donc effectivement, c'est un outil de workflow, c'est-à-dire qu'on va lui définir une action de départ et des actions subséquentes sur des éléments dans Bound, et là en l'occurrence plus précisément sur les candidats. Donc comment Mmh. ça se présente? En fait, ici j'ai un appel API concrètement qui va aller regarder tout ce qui va expirer ce mois-ci en termes de consentement RGPD. Donc c'est un appel API, ça va lire dans Bound directement et ça va me récupérer une liste de candidats concernés. Et en Mmh. fait, sur la base de cette liste, je vais, pour chaque candidat, anonymiser l'onglet information. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais faire un appel API de modification sur Bound, qui va se produire automatiquement en arrière-plan, hein, grâce à cette brique-là, et qui va me permettre d'effacer les données personnelles qui sont dans la fiche du candidat, sans avoir à faire d'action manuelle, justement. Et donc, je vais faire suivre ensuite d'autres appels API qui vont me vider le dossier technique, qui vont me vider l'onglet administratif où il peut y avoir des données sensibles aussi, qui vont aller jusqu'à me vider les actions et anonymiser tout ce que je peux en fait dans la fiche candidat. Et chaque brique orange qu'on voit là, c'est un appel vers Bound qui se fait automatiquement, que j'ai configuré pour que ça aille vider les infos personnelles. Donc c'est ça en fait qu'on a à l'écran, c'est vraiment la logique de si je devais anonymiser un candidat aujourd'hui manuellement, comment je ferais?
Et en fait, toutes les étapes ici sont détaillées. Et ensuite, ça permet de les faire automatiquement puisque l'outil est en capacité de faire des appels API. Oui, du coup aussi, ce qui est intéressant à comprendre, donc si on n'est pas familier avec ça, ce qu'on appelle du no-code ou du low-code, des outils comme du coup, je vous ai mis les noms dans la conversation comme Make ou Zapier, c'est des outils avec lesquels on a déjà fait des connecteurs et on a déjà une partie de ces petites briques qui sont pré-designées. Par exemple, va me retrouver un candidat, voilà, fais-moi un changement dans un besoin et cetera. Je schématise, grossièrement. Mais en fait, ça permet de faire un peu comme des mini scripts finalement, sans forcément être, déjà un dev ou avoir une connexion des connaissances, de langage pour les API et cetera. Ça permet de faire des 1ers scénarios, j'allais dire sans se prendre la tête et sans avoir forcément besoin d'avoir d'énormes ressources pour faire les choses. Ouais. On a un tuto et on a une vidéo, pour ça sur la knowledge base de Ubuntu. Faut pas hésiter à aller taper Make et Automation pour aller voir la vidéo qui est dédiée à ça pour vous expliquer un petit peu plus. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire qui sont intéressantes, sur ce truc-là. Là, on parle spécifiquement pour la partie, nettoyage de données, mais ça peut aussi relier, par exemple, des formulaires de postes, de candidature, de candidats, directement pour les intégrer dans Boon, ce genre de choses. Donc ça, je sors hors cadre, mais ça sert à ça et ça peut être intéressant. Il y a, si on est bon, Rachel me dit merci, donc c'est qu'on est bon, avec plaisir Rachel. Il y avait une question de Florian, du coup, qui rebondissait aussi sur une autre question de Rachel, sur comment est-ce qu'on peut mettre en place ces fameux dashboards de contrôle qualité. Ah, Toi, oui, tu utilises quel outil pour faire ce genre de dashboard? c'est très juste. Alors, personnellement, vu qu'on est sur la suite Google en interne, j'utilise Looker Studio et je fais remonter les informations automatiquement par API dans un Google Sheets qui alimente lui-même mon Looker Studio. Donc, concrètement, parce que là, c'est un peu, j'y vais un peu bourrin dès le départ. Tu as dit Looker Studio et tu m'as vidé ma salle. C'est pas très gentil. Exactement. Looker Studio, c'est l'équivalent de Power BI, mais version Google. Et du OK. coup, on peut dedans créer des Merci. dashboards pour, c'est de la visualisation de la donnée. C'est pas la donnée elle-même. Donc, on crée les jolis graphiques qu'on veut. Voilà, c'est plus le côté présentation, plus côté design. C'est pas forcément la partie dans laquelle je suis la plus forte par ailleurs. Mais en tout cas, voilà, ça me donne les chiffres que je vais ressortir. Et pour pouvoir alimenter ces différents indicateurs, je fais remonter dans un Google Sheets, donc l'équivalent d'Excel, mais automatiquement des données qui proviennent de Boond. Donc, pour schématiser, l'Excel va lire Boond et le dashboard va lire mon Excel. Alors, ça permet deux choses. Ça permet déjà, si j'ai des retraitements à faire au niveau de certaines données, de pouvoir agir sur l'Excel directement, plutôt que d'avoir une donnée erronée dans mon dashboard. Et surtout, dans le dashboard, ça permet de s'appuyer sur des données qui sont elles-mêmes alimentées automatiquement depuis Boond. Donc, j'ai pas de ressaisie à faire, j'ai pas d'extraction manuelle à faire. Et donc, en fait, si on a cette chaîne, et c'est tout à fait possible avec la suite Microsoft, hein, Excel, Power BI, voilà, avec Power Query, on peut aller récupérer automatiquement de la donnée dans Boond via API. Donc, ça permet de pas avoir des extractions manuelles à faire. Une fois que cette donnée est récupérée automatiquement, si le Power BI s'appuie sur l'Excel qui reçoit la donnée, on a un dashboard automatique dont les données proviennent de Boond. Et là, les visualisations de data qu'il faut y mettre, c'est la complétude de la donnée. Donc, si je fais une extraction complète des contacts CRM, je vais compter le nombre de fiches qui n'ont pas de numéro de téléphone. Ça va me donner un indicateur. Donc, voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut déterminer. Mais il n'y a pas d'indicateur universel pour le coup. Ça dépend vraiment de chaque besoin dans chaque boîte et dans chaque service aussi. OK. Et en plus, il y a aussi des prestations, je suis en train de dire, externes qui peuvent aussi, effectivement vous créer vos dashboards de Power BI par rapport à la data que vous avez envie de monitorer. Ça existe. On en a quelques-uns à recommander d'ailleurs si ça vous intéresse. J'ai Simon, alors là c'est plutôt, je pense que même ça, moi potentiellement je peux t'aider à répondre, mais parce que ça m'amuse. J'ai Simon qui me dit: «J'ai 80 000 candidats, dans la base et donc du coup, beaucoup de données sales. Concrètement, comment faire et par quoi commencer?» C'est les typiques questions RGPD, j'ai envie de te dire. C'est comme ça qu'il faut commencer. Déjà, il faut poser le problème et se dire: «OK, comment je m'y prends?» Et de demander du coup le concours de l'éditeur pour savoir comment s'y prendre, c'est une bonne idée. Parce que le conseil initial n'est pas payant, donc autant en profiter, on est là pour ça. On est là aussi pour vous aider à savoir par quel bout le prendre en fait. Donc 80 000 candidats. Ça veut dire que probablement il y en a une bonne partie qui est pas traitée depuis longtemps ou qui est obsolète du point de vue du RGPD. Ensuite, on a quels sont les champs, parce que Simon parle de données sales, je suppose que ce sont des champs qui ne sont pas remplis ou mal remplis,
des choses comme ça. Bon, bah, il faut identifier lesquels, savoir du coup est-ce qu'on peut les corriger ou pas, parce que si ce sont des noms ou prénoms qui sont mal remplis, à moins d'aller récupérer à nouveau c'était qui le candidat déjà, oui, il faut du coup on va prendre sa fiche LinkedIn ou quoi. Si c'est faisable en masse, parce que c'est juste que les formats des données sont pas très bons, Ouais. ok, dans ce cas-là, on peut tout à fait faire une modification en masse, il faut l'identifier, il faut lister les fiches, lister les valeurs qu'on veut mettre en face et exécuter. Donc c'est ça en fait, c'est d'identifier qu'est-ce qui est à faire et ensuite comment on va le faire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut démarrer. Et après, oui, après on a aussi, alors faut savoir, on n'en a pas parlé tout à l'heure quand on parlait de la partie, un peu plus, RGPD. Donc là, effectivement, faut voir comment Simon, pardon, va qualifier vous voulez qualifier la donnée sale. Il y a aussi la temporalité, comme tu le disais. Si tu t'amuses à filtrer sur tout ce qui n'a pas bougé depuis, X années, sachant que c'est possible, dans Boon, on peut vous faire une reco des premiers filtres à faire pour trouver qu'est-ce qui est entre guillemets à éliminer, parce que ça n'a pas de plus-value à part vous prendre de l'espace mental quand vous arrivez dans votre module. C'est souvent un bon point d'entrée. Et la particularité aussi, je le précise, c'est que la partie RGPD, pour ça, le support, il peut vous aider aussi. En plus de Mathias, si vous voulez aller encore plus loin pour prévenir que ça ne s'accumule pas au fur et à mesure, mais il y a plusieurs aspects sur ça. Alors, attends, est-ce qu'on a d'autres questions? Hop. Alors, je voyais Claire qui demandait si je pouvais afficher à l'écran mon Est-ce que tu as dashboard. des exemples de dashboard? Le dashboard, il y a de la donnée sensible dessus, donc je ne peux pas le montrer à l'écran malheureusement. Bien, hélas. Alors, donc ça, on a répondu. Ça aussi. Claire demandait aussi tout ce qui était possibilité d'archiver plutôt que de supprimer des données anciennes. C'est vrai que là, la particularité, c'est de parler sur des projets Presta, notes de frais, feuilles de temps. Ouais. C'est encore un autre type de données, entre guillemets, que des fiches CRM, des fiches ressources ou des fiches candidats. Alors effectivement, il n'y a pas forcément dans toutes les fiches la possibilité d'archiver. Souvent, c'est par l'état. On va utiliser l'état, on va mettre un état archivé et puis on va les passer là-dedans. Là, dans les exemples qui étaient donnés sur les notes de frais, par exemple, on ne peut pas archiver une note de frais, elle est validée, elle fait partie de l'historique du salarié. Donc parfois, on peut contourner avec les configurations parce qu'on peut très bien affecter certaines données à un pôle mais qui n'est visible que de l'administrateur, comme ça les autres ne sont pas pollués dans leur consultation avec ces données. Donc, avec les droits d'accès, on peut jouer un peu là-dessus, mais globalement, là où par contre je rejoins totalement, c'est que il est préférable la plupart du temps d'archiver de la donnée plutôt que de la supprimer complètement. Si la donnée ne sert vraiment plus à rien du tout, là ok, on peut supprimer, ça réduit un petit peu la taille de la base de données, ça rend les choses plus efficaces. On pourrait même dire que c'est écolo. Ça libère des espaces serveurs. Mais par contre, si les données en fait font découler d'autres choses, je pense aux candidats en particulier. Un candidat, c'est pas juste une fiche candidat, il y a aussi des stats qui en découlent, qui est le recruteur qui a créé la fiche, quand, qu'est-ce qu'il y a eu comme action menée. Tout ça, ce sont des stats qui sont pas de la donnée personnelle, mais qu'on risquerait de perdre si on supprime complètement la fiche candidat. Donc effectivement, je rejoins Claire là-dessus. Il faut essayer de plutôt archiver, anonymiser quand c'est pertinent, plutôt que de supprimer complètement, parce que ça permet de garder les reportings intacts sur l'activité de la société, sans pour autant conserver des données dont on n'a plus besoin. Et je fais une petite digression aussi sur le contrôle de la data qui est bien rentrée et qui date du passé, parce qu'il y a quelques semaines, ou peut-être quelques mois maintenant d'ailleurs, on a fait évoluer l'app dans Boon qui s'appelle Data Closing et qui permet en fait de clôturer de la donnée. Donc tout ce qui est effectivement par période, donc note de frais, feuille de temps, on a une partie aussi projet, etc. Ça permet de garantir que si vous avez fait le nettoyage, que la donnée elle est bonne et qu'il n'y a plus besoin de la modifier, personne ne peut plus aller modifier quoi que ce soit dedans. Donc la donnée va rester propre. C'est bête, mais c'est aussi à ça que ça peut servir pour vous aider à contrôler l'état de votre base et que voilà, on sait que c'est clôturé, on s'y intéresse plus personne n'y touche, on passe à autre chose. Et comme disait Mathias, on peut créer des états archivés pour catégoriser. Et si on continue à aller plus loin dans la partie gestion de Boons, on peut même masquer, je ne sais pas si ça vous le savez, pour certains d'entre vous peut-être, que par exemple je crée un état archivé de candidat ou ne plus contacter ou ce genre de choses, et ben je peux aussi masquer dans les droits pour que mes recruteurs en fait ne soient pas pollués visuellement par ce genre de choses. Donc il y a un aspect, on fait de l'API, on fait du script, on nettoie,
on enlève tout ce qui est inutile, on corrige, on fait de la réattribution de masse, par exemple de pôles, d'agences, et cetera. Ça, c'est un des premiers aspects et après il y a aussi, une fois que la plateforme elle tourne, c'est ce que Mathias tu disais tout à l'heure, ou qu'est-ce qu'on fait pour que ça se maintienne? Bah, on peut clôturer pour «verrouiller» entre guillemets toute l'ancienne data, on peut améliorer les vues et les droits des collaborateurs pour que, bah, c'est ce que tu disais encore tout à l'heure, le fameux, «ça ne me concerne pas, pourquoi je le vois et j'ai trop d'infos qui m'arrivent», on peut verrouiller ce genre de choses. Il y a pas mal de trucs qu'on peut faire, à ce niveau-là. Et j'ai Franck qui me parlait de doublons et qui demandait si est-ce qu'on considérait un doublon candidat au CRM comme une donnée sale? Et Sarah avait déjà apporté une première réponse, mais je veux bien ton avis là-dessus. Bah, dans la mesure où on a mis la fonction de fusion des fiches, effectivement, je ne peux que dire ce qui est évident. Effectivement, un doublon, c'est pas bien. C'est de la donnée qui n'est pas exploitable parce que la personne qui arrive, qui ne connaît pas ce candidat, si on parle des candidats, ou qui ne connaît pas ce prospect, si on parle de la CRM, bah, il va avoir 2 fiches, il ne sait pas laquelle utiliser, il faut qu'il aille fouiller dans les 2 pour savoir quelle est la bonne donnée, ça perd du temps. Donc là, effectivement, il faut utiliser la fonction de fusion, rassembler les 2 fiches et on n'en parle plus. Ça fait partie des choses à nettoyer quand c'est possible. D'ailleurs, pour aller plus loin, on peut l'identifier, c'est-à-dire que si on fait une extraction de la base, qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de doublons, qu'on les identifie, et puis qu'on utilise un script pour faire de la fusion par API, bah à ce moment-là, on peut faire en masse ce travail-là. C'est juste qu'il faut être sûr, parce que la notion de doublon, c'est quand même toujours un peu touchy. On a des données d'un côté, on a des données de l'autre, on a un numéro de téléphone d'un côté, on a un autre numéro de téléphone de l'autre, lequel on garde. Et ça, c'est une décision humaine. C'est pas un truc qu'on peut coder logiquement. La seule chose qu'on pourrait coder logiquement, c'est de dire, bah, s'il n'y a pas de numéro de téléphone de l'autre côté, c'est que je vais prendre celui-là. J'avoue. Comme quoi on ne sera pas toujours remplacé par une machine. Finalement, j'aime bien moi. Ça reste Le dédoublonnage, c'est toujours un sujet, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de décisions humaines et de choix à faire, en fait, quand les données sont très complètes des 2 côtés. Quelles données on garde, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on passe en téléphone 1 ou en téléphone 2. Il y a tous ces petits détails-là, un peu champ par champ, sont assez difficiles à coder en tant que tels. Surtout qu'en fait, finalement, la valeur que tu veux donner à certains champs, c'est limite subjectif. Parce qu'il y a de la valeur pour une société, n'aura pas forcément le même prisme, le même fonctionnement pour une autre société qui a un autre prisme. Complètement. Donc ça reste une opération manuelle et c'est aussi pour ça que quand toi tu fais ce genre d'accompagnement, de changement, de réattribution, de suppression, je sais que tu vas poser beaucoup de questions sur OK, vous êtes sûr? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on supprime? Pourquoi on supprime? En général, la question pourquoi on supprime, les gens s'y attendent pas. Et c'est nécessaire parce que je peux pas prendre la décision de modifier des données dans une base client juste parce que je me dis que c'est logique de faire comme ça. C'est la prérogative et c'est même la propriété du client. Donc, je demande systématiquement dès que j'ai le moindre doute, et effectivement, ça fait beaucoup de questions. Je pose énormément de questions. Complètement. J'ai Sarah qui m'a aidée et qui m'a remonté une question de Florian, mais du coup, je pense que c'est plus pour moi parce que la question, c'est comment on peut avoir ces filtres prédéfinis pour éliminer les données? On a plusieurs techniques de filtrage, notamment côté, candidat et si vous les voulez, il ne faut pas hésiter à faire un petit ticket à ma team support et comme ça, on peut vous donner le step by step de sur quoi est-ce que vous pouvez filtrer pour vous donner une idée. Mais de manière générale, dans Bound, si vous allez par exemple dans le module candidat et que vous allez sur la partie filtre, vous avez tout en bas un filtre qui s'appelle période et là-dedans, ça marche aussi du côté ressources et du côté, contact. Là-dedans, vous allez retrouver tout ce qui est lié aux dates de mise à jour, aux modifications, et cetera et c'est là-dedans que vous allez pouvoir jouer pour voir, qu'est-ce qui a bougé ou pas bougé depuis X temps, si jamais. Alors, que me dit Claire? Claire me dit: «L'état archivé a-t-il un impact sur la taille de la BDD?» Effectivement, ma question d'archivage concernait de vieilles données de plus de 5 ou 10 ans qu'on n'exploite plus. On a parfois des problématiques de capacité et de lenteur liées à la taille de notre BDD. What do we think? Effectivement, là, pour le coup, un nettoyage pourrait aider. Maintenant, ça dépend de quelles sont les données concernées. Est-ce que c'est plutôt la CVTech qui est énorme? Est-ce que c'est plutôt la CRM et tout le reste qui est énorme? Donc, là, il faut aller un peu au cas par cas. Il faut regarder où est-ce que ça ralentit, pourquoi, est-ce que c'est pas la façon d'afficher les données aussi? Faut creuser, mais effectivement, c'est un bon indicateur de là, il faut peut-être se poser la question de nettoyer la donnée, nettoyer un petit peu la base de données, même en entier, revoir peut-être aussi une partie des paramétrages, ça peut impacter. Mais c'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ. Et là, pour le coup, il faut, ce que j'avais dit tout à l'heure,
mettre en place ce projet, sonder, analyser ce qui est à faire, le jalonner dans le temps, vraiment organiser ça bien proprement. Ouais, surtout qu'après, il y a aussi des méthodes où on peut après tu m'arrêtes, mais est-ce que tu as déjà eu des clients qui ont eu le cas de se dire: «Dans Boond, je vais garder ma donnée», c'est vraiment une question, je connais pas la Mmh. réponse pour le coup. «Je vais garder la donnée de» par exemple, ça fait 10 ans que je suis chez Boond, «je vais garder ma donnée de ces 5 dernières années et les 5 d'avant, je vais me faire une archive en local dans un secteur qui m'appartient dans un serveur qui m'appartient et en fait, comme ça me sort le problème du: "En fait, ce que j'ai fait il y a 9 ans, ça m'intéresse pas et juste j'ai trop d'infos, quoi"». C'est pertinent. C'est pertinent, c'est un choix qui est assez peu fréquent. Enfin, jusqu'ici, j'ai pas eu ce cas de figure. Ouais, tu as pas eu ce cas de figure? Mais c'est totalement faisable. C'est-à-dire que si effectivement, faut par contre veiller à bien archiver ces données-là quelque part, parce que sinon c'est perdu entre guillemets «à jamais». Mais on peut tout à fait, si ces J'avoue. données-là sont archivées, supprimer de Boond les données et effectivement Mmh ça mh. allège un peu. Après, faut voir l'intérêt en fait, le pourquoi. Oui, Pourquoi on veut faire ça? c'est Si toujours c'est la même parce que chose. la base de données ralentit, c'est peut-être qu'il y a un autre souci, il faut regarder le pourquoi du comment. Normalement, la taille de la base de données n'impacte pas significativement les performances. Ou alors sur des traitements de masse, quoi. Hem, hop, je regarde, n'hésitez pas, regarde un petit peu regarder le chat pour me dire si j'ai raté des questions, je prends. N'hésitez pas à continuer OK, ouais. à nous en poser, sinon, ça va être l'heure de terminer notre webinaire de ce matin. Hem, J'ai vu une question ou plutôt ouais, une remarque passer, comme quoi l'import en mise à jour serait intéressant. Alors, ouais. outre le fait que je suis totalement d'accord avec ça, heu, c'est, en fait, là, ce que j'ai décrit, c'est vrai que je me suis surtout concentré sur le fait qu'on fait des scripts ou le client fait des scripts. Ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'on peut aussi, former quelqu'un chez un client à savoir faire des scripts. C'est-à-dire que si on veut faire monter en compétence quelqu'un en interne dans une ESN pour qu'il soit en mesure de faire des scripts de mise à jour, comme il veut, parce que du coup les API permettent d'appeler n'importe quel endroit dans Boond, c'est tout à fait faisable. Et ça prend pas longtemps. Une formation pour se mettre le pied à l'étrier des API, avoir déjà des exemples, et puis je peux fournir également des exemples de scripts. Mmh Euh, mh. on en a pour 2 heures. C'est pas des journées entières de formation. J'avoue. Donc pas hésiter à demander, parce que si ça vous permet d'internaliser la compétence et justement de plus avoir besoin de nous pour le faire, c'est une valeur ajoutée en plus. Et parce qu'on est bizarre, on aime bien se rendre, non indispensable. Ah bah, on est là pour Si vous aider les clients, pouvez, pas pour vendre. bah, oui, non, puis en plus, quelqu'un qui est formé, qui est éduqué, qui peut faire des choses, après on sera toujours là pour répondre aux questions, mais au moins ils partent dans la bonne direction et on sait qu'ils seront contents Exactement, sur le ça donne une logiciel, meilleure donc c'est pas autonomie la en même chose. plus sur le contrôle de ce qui est fait, dans le RP. Avec le RP, ça permet aussi, pourquoi pas, d'envisager des interconnexions avec le reste du Ouais. système informatique de la boîte. Je pense à SharePoint, je pense même aux autres outils, paye et compta éventuellement. Donc, à partir du moment où on maîtrise les API de Boond, ça ouvre Mmh mh. des possibilités, heu, que ce soit pour Boond ou que ce soit autour de Boond. OK. Bien écoute, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Alors après il y a des questions, je vois qu'Alexandre, il a plutôt des questions très pratiques sur le combien est-ce que ça peut coûter et cetera, les formations de script. Ça, c'est Bah, plutôt à voir en direct, avec oui, c'est Mathias parce ça. qu'il y a plein de questions à voir ensemble pour pouvoir établir un devis, arrête-moi si je me trompe. Ouais, non, non, c'est ça, parce que du coup, ça dépend de qui serait formé et quel est le niveau de formation qui est attendu. Ouais. Mais en tout cas, on a une adresse, professionalservices@boondmanager.com si besoin. Donc vous pouvez tout à fait nous écrire en direct pour faire ce type de demande, et puis après on échange, on fait un Zoom et puis on en discute. C'est vrai ça que tu as une adresse dédiée. Tiens, et si tu veux la mettre dans le chat, c'est le moment. Je peux la mettre dans le chat. Je peux. Comme ça, pas de faute d'orthographe possible. Voilà. Enfin, J'ai pas fait de faute du coup. Non, c'est bon. si toi-même tu fais des fautes, ça va commencer à devenir compliqué. Hop. En tout cas, volontiers, hein, pour pouvoir répondre à vos questions là-dessus. Voilà, on fait plutôt du cas par cas parce qu'on essaye vraiment de faire à chaque fois du sur mesure et puis de vraiment répondre à votre demande. C'est pas de la formation industrielle, quoi. Comme le font nos Boon Coach, c'est toujours du coup humain. Voilà. On essaye, on fait de la personnalisation et on est là pour vous. C'est valable pour les Boon Coach, pour le support, pour le Presta PS. On est là pour ça. Et bien, ça va conclure du coup notre
live talk de ce matin, ce 24 avril. Évidemment, on vous remercie beaucoup d'être venu, d'avoir participé avec nous, d'avoir réagi, posé des questions, d'avoir rendu ça encore plus vivant. C'est toujours intéressant quand on peut aller plus loin que les questions et les discussions que Mathias et moi on a préparées ensemble. Comme d'habitude, si vous êtes déjà venu avec nous, normalement, à la fin de ce live talk, vous allez recevoir un petit cadeau, même un gros cadeau préparé par Sarah, sur un livret blanc qui s'appelle Nettoyer sa base de données sur un ERP, par où commencer. Comme ça, vous aurez les bonnes pratiques et les conseils dont on a parlé ce matin, et même parfois pour aller un petit peu plus loin aussi dans cette réflexion. N'hésitez pas à utiliser le mail du coup PrestaPS si vous voulez vous faire accompagner, si vous avez des questions sur ce point. On sait que ça leur fera plaisir. C'est la partie RGPD, c'est moi au support qu'il faut venir à me toquer à la porte pour poser des questions sur les filtres et comment on peut vous aider. Ça sera avec un grand plaisir. Et sinon, on vous souhaite une très belle journée. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et je vous remercie également tous. Et merci Charlie pour Mathias. ton animation sans faille. C'est un plaisir de t'avoir avec nous ce matin pour parler de ce sujet ultra stratégique. Et merci à Sarah aussi dans le chat pour la modération et les réponses. À très bientôt tout le monde. Au revoir.